Rebonjour. Désolé pour l'interruption de la vidéo tout à l'heure. On a eu quelques petits soucis techniques, donc j'ai dû recommencer un peu la vidéo. Donc comme je vous ai dit, aujourd'hui à l'occasion de la journée du 8 mars, j'ai décidé de faire un live un peu pour parler du cancer du col de l'utérus. Cancer du col de l'utérus qui est une pathologie très fréquente et sur laquelle nous allons revenir, notamment sur la question de la vaccination. Donc d'abord, c'est quoi le cancer? Qu'est-ce que le cancer du col de l'utérus? Le cancer, d'abord, du col de l'utérus. Le col de l'utérus est une pathologie, n'est-ce pas, qui survient. Le col de l'utérus est une partie de l'utérus qui, en fait, est l'ouverture de l'utérus. C'est la partie par laquelle les spermatozoïdes éventuellement vont passer pour aller féconder la patiente, féconder l'œuf, et c'est ce même col qui va s'ouvrir lors de l'accouchement et permettre au fœtus de sortir. Donc le cancer du col de l'utérus, d'abord c'est quoi un cancer? Un cancer, par définition, c'est une prolifération de cellules anormales. Ce sont des cellules qui ont la faculté d'être immortelles, elles ne meurent pas. Ce sont des cellules qui ont tendance à récidiver lorsqu'on enlève un cancer et elles ont surtout la capacité de métastaser à distance. Métastaser à distance, ça veut dire lorsque le cancer se situe dans un organe, il a tendance à se déplacer et aller dans un autre organe. Le col de l'utérus est une zone qui est très sensible et c'est une zone qui facilement peut avoir un cancer, notamment à cause de sa texture, parce que c'est une zone de jonction à laquelle les cellules changent un peu de forme. Et cette transformation des cellules passant de cellules cylindriques à cellules pavimenteuses fait que c'est une zone qui est très sensible et qui peut facilement avoir un cancer, n'est-ce pas? Et ce cancer du col, malheureusement, est pourvoyeur de 5 décès par jour en moyenne dans notre pays à cause d'un diagnostic qui est fait de manière un peu trop tardive. Pour autant, le cancer du col fait partie des rares cancers qui sont très visibles. On peut prédire la survenue d'un cancer du col de l'utérus. Deuxièmement, la cause elle est connue. Le cancer du col, on va y revenir en détail, est dû à une pathologie qu'on appelle le human papillomavirus. Un virus particulier qu'on appelle le human papillomavirus. Troisièmement, l'association du frottis et de la vaccination est le meilleur moyen de se prémunir contre le cancer du col de l'utérus. Et on va le voir tout de suite dans les détails. D'abord, pour parler de cancer, il y a des étapes qui sont indispensables. La première étape, c'est qu'il faut ce qu'on appelle un initiateur. Un initiateur, c'est un facteur qui est indispensable pour la survenue de ce cancer. Après l'initiateur, il faut un autre qu'on appelle le promoteur. Pour le cancer du col de l'utérus, on va voir quel en est l'initiateur. L'initiateur principal du cancer du col de l'utérus est un virus qu'on appelle le HPV, notamment la forme 16 et la forme 18. Donc le HPV 16 et le HPV 18 sont des virus qui donnent le cancer du col de l'utérus. Et la grande majorité, plus de 95% des cancers du col de l'utérus sont dus au HPV 16 ou au HPV 18. Ce HPV 16, qu'on appelle encore le human papillomavirus, est un virus qui est indispensable. Il existe beaucoup de HPV. Il existe le 16, il existe le 18, il existe le 6 et le 11. Et il existe d'autres types de HPV. On va s'intéresser principalement au 16, au 18 et au 6 et au 11. Le 16 et le 18, ce sont les HPV qui donnent le cancer du col de l'utérus. Le 6 et le 11, ce sont des HPV qui ne donnent pas le cancer du col de l'utérus, mais qui donnent une pathologie qu'on appelle les condylomes, qu'on appelle encore en wolof Sotiet. Et le principe de la vaccination, pour anticiper un peu sur ce qu'on va dire, c'est que cette vaccination, elle va vous protéger non seulement contre le 16 et le 18, mais elle peut vous protéger aussi entre le 6 et le 11. Si c'est le vaccin quadrivalent qui est sorti récemment. Le premier vaccin qui existait, c'est un vaccin qui est protégé que contre le 16 et le 18, donc contre le cancer du col de l'utérus. Tandis que le deuxième vaccin, il protège contre le 16, le 18 et aussi le 6 et le 11. Il existe un autre vaccin qui n'est pas encore disponible au Sénégal, qui protège lui contre 9 types de HPV. Et on va revenir en détail. Sur le plan épidémiologique, le HPV,
C'est une maladie sexuellement transmissible. On peut même considérer que c'est la maladie sexuellement transmissible la plus fréquente dans le monde. C'est la plus fréquente dans le monde. À ce jour, on compte à peu près 300 millions de personnes qui sont infectées par le human papillomavirus, notamment la forme 16 et la forme 18. Et donc, on a calculé qu'environ 70% des femmes, un jour, seront confrontées au HPV. Sur ces personnes qui sont confrontées au HPV, il y en a 15 à 40% qui sont des personnes jeunes et des personnes sexuellement actives. Donc, 15 à 40% des jeunes sexuellement actifs sont porteurs du HPV, principalement les hommes. Et malheureusement, la nature est faite de telle sorte que les hommes qui ont le HPV ne sont pas contaminés par le HPV, en tout cas ne développent pas de cancer dû au HPV, le cancer du col de l'utérus, les hommes n'ont pas d'utérus, mais ils vont le transmettre aux femmes avec qui ils vont avoir des rapports sexuels. C'est ça. Ensuite, histoire naturelle. Comment va se transmettre le HPV? Comment se transmet le HPV? Si on regarde la muqueuse du col normal, lorsque cette muqueuse du col normal, elle va subir des modifications lorsqu'elle est infectée par le HPV, et ces modifications vont désorienter l'architecture de cette muqueuse au point de provoquer un cancer. Mais cette évolution, non seulement elle est lente, mais avant que cette évolution n'arrive au stade de HPV, elle va d'abord passer au stade de lésions précancéreuses, qui sont des lésions que l'on peut guérir, et ce sont des lésions qui peuvent ne pas aboutir au stade de cancer. Et cette évolution se fait sur plusieurs mois. D'abord, une infection à HPV. Lorsque vous êtes infecté au HPV, n'est-ce pas, lors d'un rapport sexuel que vous avez contracté, si vous ne vous soignez pas, au bout de 5 à 10 ans, cette lésion de HPV1, cette infection à HPV va aboutir à une lésion appelée CIN1. CIN1 qui sont des lésions qui sont non cancéreuses, mais ce sont des lésions guérissables. Si vous ne traitez pas votre CIN1, au bout de 5 à 10 ans, ces lésions CIN1 vont évoluer pour donner des lésions CIN2, qui sont toujours des lésions précancéreuses, qui sont guérissables. Si vous ne traitez pas vos lésions CIN2, ces lésions CIN2, au bout de 5 à 10 ans, vont évoluer pour donner des lésions CIN3, qui sont des lésions non cancéreuses toujours, mais qui rapidement peuvent évoluer pour donner un cancer. Et de temps en temps, selon le niveau d'immunodépression auquel on est confronté, malheureusement, on peut passer de CIN1 à cancer très très rapidement, sans respecter cette histoire naturelle que nous connaissons. Vu sous un autre angle, cette histoire naturelle, sur une population d'à peu près 10 000 femmes qui est infectée par le HPV, ces 10 000 femmes, à peu près 90% de ces femmes pourront avoir une rémission sous traitement et les lésions vont disparaître de manière spontanée. Si ces lésions ne disparaissent pas, malgré l'infection, il y a 90% qui, malgré l'infection, ne présenteront pas de lésions. Si jamais ces lésions s'évoluent en CIN1, à peu près 37% de ces femmes, ces CIN1 vont évoluer, vont régresser sous traitement pour ne pas donner de cancer. Et seul 1% de lésions CIN1 peuvent aboutir à un cancer du col de l'utérus. Si ces lésions CIN1 ne sont pas traitées et elles évoluent vers des lésions CIN2, ces lésions CIN2, dans 43%, vont aussi pouvoir guérir et ne pas aboutir de cancer. Et à peu près 5% des lésions CIN2 pourront aboutir à un cancer du col de l'utérus. Et enfin, les lésions CIN3, 32% des lésions CIN3 peuvent être guéries et ne pas aboutir à un cancer du col de l'utérus. Mais malheureusement, 12% des lésions CIN3 peuvent aboutir à un cancer du col de l'utérus. C'est donc dire que plus on a des lésions CIN1, CIN2, CIN3, plus on court le risque d'aboutir vers un cancer du col de l'utérus. Ensuite, on a parlé du facteur initiateur. Le facteur initiateur, c'est le facteur sans lequel avoir un cancer serait impossible. En tout cas, un cancer du col de l'utérus. Donc, quels sont les facteurs promoteurs? Les facteurs promoteurs, ce sont les facteurs qui, en plus du facteur initiateur, vont augmenter le risque d'avoir un cancer du col de l'utérus. D'abord, c'est l'hérédité. Si votre grand-mère
si votre mère, si votre tante, si votre soeur ont eu un cancer du col de l'utérus, vous avez des chances d'en avoir. Deuxièmement, les rapports sexuels précoces, que ce soit des rapports sexuels avant l'âge de 15 ans ou bien le multipartenariat sexuel, est un facteur de survenue du cancer du col de l'utérus. Troisièmement, les autres infections sexuellement transmissibles. Si vous avez d'autres infections sexuellement transmissibles, ces autres infections sexuellement transmissibles, notamment les infections à chlamydia et les infections à mycoplasme, sont des infections qui peuvent favoriser l'apparition d'un cancer du col de l'utérus. Enfin, le tabagisme, sous tous ses aspects, que ce soit la cigarette électronique, la pipe, le tabac, et même les fumées telles que l'encens, sont des facteurs qui peuvent favoriser l'apparition d'un cancer du col de l'utérus. Donc ces facteurs, associés au VIH, qui est un facteur, lorsqu'il est retrouvé, surtout en cas d'immunodépression, accélère l'histoire naturelle du cancer du col de l'utérus. Donc ces facteurs ne sont pas des facteurs qui donnent le cancer du col de l'utérus, mais sont des facteurs qui, lorsqu'ils sont présents, augmentent substantiellement vos chances d'avoir un cancer du col de l'utérus. Rapidement, quels sont les signes du cancer? On le sait, habituellement ce sont des saignements qui surviennent principalement après la ménopause et surtout après les rapports sexuels. Dans certains cas, le cancer peut survenir évidemment avant la ménopause. On pourra aussi retrouver dans les signes des pertes blanches, de fétide, rougeâtre contenant un peu de sang, qu'on appelle les os rousses, et des douleurs. Pour poser le diagnostic, il faudrait une colposcopie, faire une biopsie, et c'est cette biopsie qui pourra confirmer l'existence du cancer du col de l'utérus. Mais notre objectif, nous, c'est de faire en sorte que l'on n'arrive pas au stade de cancer du col de l'utérus. Nous avons ici sur cette photo une photo qui montre un peu l'aspect du col de l'utérus en colposcopie lorsqu'il est sujet à un cancer. Maintenant qu'on sait qu'est-ce qui donne le cancer de l'utérus, on sait que le cancer est dû à un virus, on peut lutter contre ce virus. On peut lutter contre le cancer. On sait que ce sont les hommes qui ont le virus en eux, et lors d'un rapport sexuel, les hommes vont contaminer leur partenaire femme, et ce sont ces femmes qui vont, elles, développer le cancer du col de l'utérus. Donc le premier moyen de prévention du cancer du col de l'utérus, et qui est le moyen le plus efficace, à mon avis, aurait été d'éviter le facteur initiateur, et donc d'éviter le HPV. Le HPV étant transmis par les rapports sexuels avec un homme, le meilleur moyen, c'est de tuer tous les hommes. Si on tue tous les hommes, il n'y aura plus de cancer du col de l'utérus. Malheureusement, cette méthode n'est pas acceptable, parce que si on décidait de tuer tous les hommes, je pense que ce sont les femmes elles-mêmes qui décideraient de s'opposer à cette méthode. Sinon, deuxième moyen pour éviter le HPV, il y a l'abstinence ou l'utilisation d'un préservatif. Le HPV étant une maladie sexuellement transmissible, lorsque vous utilisez un préservatif, ce préservatif peut vous éviter d'être contaminé par le HPV. Évitez aussi les rapports sexuels précoces, évitez le multipartenariat sexuel, évitez les infidélités et la place du sexe oral, parce que ce HPV, il est aussi incriminé, ou en tout cas il est suspecté dans la survenue de certains cancers de la bouche ou des cancers de la langue. Donc certains jeux sexuels peuvent aboutir, avec des études qui ne sont pas encore confirmées, à l'apparition d'un cancer au niveau de la bouche et au niveau de la langue. Donc, deuxième méthode pour éviter le cancer du col, c'est éviter les promoteurs. L'hérédité, on ne peut pas choisir sa mère, on ne peut pas choisir sa grand-mère, on ne peut pas choisir ses tantes, et on ne peut pas donc choisir des personnes de son entourage qui n'ont pas eu de cancer. Donc cette hérédité, on a très peu de moyens de jouer dessus. Mais on peut arrêter de fumer. On peut arrêter d'utiliser de l'encens ou l'utiliser différemment. On peut manger des fruits et des légumes protecteurs. On sait que le citron, le corossol et la plupart des fruits protègent contre les cancers. La tomate sont des facteurs protecteurs contre le cancer du col de l'utérus. On peut éviter les rapports sexuels précoces et éviter surtout le multipartenariat sexuel. Toujours dans la prévention du cancer du col de l'utérus, on peut faire un examen simple qui s'appelle le frottis cervico-vaginal. Le frottis cervico-vaginal est une petite analyse qu'on fait au niveau du col de l'utérus et qui permet de détecter les lésions CIN1, les lésions CIN2 ou les lésions CIN3, qui sont des lésions qui ne sont pas cancéreuses et sont des lésions que l'on peut traiter et guérir avant qu'elles n'aboutissent au stade de cancer du col de l'utérus.
Ensuite, pour ce qui nous concerne, la vaccination. Et c'est sur quoi on va beaucoup s'intéresser aujourd'hui. Il existe plusieurs types de vaccins. Dans notre pays, il en existe principalement deux. Il y a le vaccin bivalent, on l'a dit tout à l'heure, c'est un vaccin qui protège contre 2 types de virus. Et le vaccin quadrivalent, qui protège contre 4 types de virus, 2 qui donnent le cancer du col de l'utérus et 2 qui donnent les condylomes, encore appelés Sotian dans notre langue, en Wolof. Donc, ce dernier vaccin qui récemment a été introduit dans le programme élargi de vaccination et qui fait une grosse polémique qui s'appelle le Gardasil, pour ne pas faire de publicité. Donc, ce vaccin, il est préconisé pour les jeunes filles à partir de l'âge de 9 ans. À partir de l'âge de 9 ans, il faut se vacciner et cette vaccination peut vous protéger avec plusieurs schémas vaccinaux possibles. Entre 9 et 14 ans, il faut faire une dose de vaccin à renouveler au bout de 6 mois et c'est la meilleure formule pour avoir l'efficacité la plus complète. Le deuxième schéma vaccinal est réservé aux jeunes filles de plus de 15 ans chez qui on va proposer une dose à renouveler 2 mois après et à renouveler 6 mois après. Donc M1, M3 et M6. Ensuite, pour les femmes qui ont déjà eu des rapports sexuels, que ce soit des femmes mariées, qui ont déjà eu des rapports sexuels, des études ont montré qu'elles peuvent aussi faire le vaccin. Les femmes mariées, les femmes qui ont déjà eu des rapports sexuels peuvent se vacciner à condition de faire d'abord un frottis. Et quand le frottis est normal, vous pouvez vous vacciner contre le cancer du col de l'utérus. Autre nouveauté, les femmes qui font un frottis et dont le frottis montre des lésions, CIN1, CIN2 ou CIN3, des études récentes ont montré que ces femmes peuvent aussi se vacciner et que la vaccination va réduire ces lésions, va faire régresser ces lésions parce que certains vaccins ont des capacités curatives en plus de capacités préventives. Donc le vaccin n'est pas seulement réservé aux patients n'ayant jamais eu de rapport sexuel, mais ce vaccin peut être aussi fait par les patients qui ont des rapports sexuels, qui ont des lésions CIN, et ce vaccin va être efficace. Quelles sont les études sur lesquelles nous sommes basés? Le pays qui a pu réussir en quelques années à éradiquer le cancer du col de l'utérus, par excellence, c'est l'Australie. Et on voit sur cette courbe que depuis l'introduction de la vaccination en Australie, la courbe d'incidence du cancer du col de l'utérus en Australie a fortement baissé. Ils sont allés encore plus loin, les Australiens. Non seulement ils vaccinent les filles, mais ils ont décidé de vacciner aussi les garçons. Parce que quoi qu'on dise, si une fille a été contaminée par le cancer du col de l'utérus, c'est qu'elle a eu un rapport sexuel avec un homme. Donc en vaccinant les filles et en vaccinant les garçons, on potentialise, on augmente les chances d'éradication de ce vaccin au sein d'une population. Dans nos pays, pour le moment, la politique vaccinale est réservée aux filles. Problème de moyens oblige. Donc nous préconisons la vaccination pour les fillettes à partir de l'âge de 9 ans. Mais dans quelques années, si les moyens le permettent, on pourra très bien introduire cette vaccination et même les garçons pourront être vaccinés. Et si vous-même, vous avez les moyens, vous pouvez vacciner vos garçons pour éviter qu'eux soient le réservoir de virus qui va aller contaminer un jour une fille et lui donner le cancer du col de l'utérus. Toujours dans cette vaccination contre le col de l'utérus, la population cible, c'est la population de jeunes filles d'abord qui n'a pas encore eu de rapport sexuel. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, quand on n'a pas encore eu de rapport sexuel, l'efficacité du vaccin est plus grande que si on en a déjà eu. Et en vaccinant les filles, cette vaccination va les protéger contre le cancer du col de l'utérus. Mais la vaccination n'est pas suffisante. Même si on se vaccine, on doit quand même faire un dépistage par le frottis de manière régulière. Donc le meilleur schéma thérapeutique pour protéger contre le cancer du col de l'utérus, c'est non seulement de se vacciner, mais aussi de faire régulièrement des frottis. Parce qu'aucune vaccination n'est efficace à 100%. Que ce soit la vaccination contre la tuberculose, que ce soit la vaccination contre le tétanos, que ce soit la vaccination contre la poliomyélite ou la rougeole, aucun vaccin n'est efficace à 100%. Mais le vaccin réduit vos chances d'avoir le cancer du col de l'utérus.
C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de polémiques. On a eu même des confrères du milieu scientifique qui ont décrié un peu l'usage de ce vaccin. Mais il n'existe pas de médicaments sans effet secondaire. Oui, il peut y avoir des effets secondaires liés à la vaccination. Il y a 2 vaccins. Il y a le vaccin avec bivalent qui protège contre 2 virus et le vaccin quadrivalent qui protège contre 4 virus. Ce vaccin quadrivalent a plus d'effets secondaires que le vaccin bivalent, c'est vrai, mais ils sont tous les deux efficaces. Et à la question de savoir est-ce qu'il faut vacciner les enfants, est-ce qu'il faut vacciner les jeunes filles à partir de l'âge de 9 ans contre le cancer du col de l'utérus, oui, il faut vacciner les jeunes filles. Oui, il faut les vacciner de préférence avant qu'elles ne débutent leur vie sexuelle. Nous savons que l'âge moyen du premier rapport sexuel des filles dans le pays tourne autour de 12 à 14 ans. Donc il faudrait que toutes les fillettes soient vaccinées avant de débuter leur vie sexuelle, ce qui pourra les préserver toute une génération contre le cancer du col de l'utérus. Pour les femmes qui malheureusement ont déjà débuté leur vie sexuelle, des études récentes ont montré qu'elles peuvent quand même se vacciner. Elles peuvent faire le vaccin contre le cancer du col de l'utérus à condition de faire d'abord un frottis. Et même des études encore plus récentes ont montré que même si vous êtes un frottis et que le frottis est anormal, qu'il y a des lésions, vous pouvez quand même vous vacciner parce que le vaccin aurait un rôle guérisseur, un rôle curatif en plus de son rôle protecteur. Les hommes, est-ce qu'on doit vacciner les hommes? Oui, on pourrait vacciner les hommes. Ce n'est pas encore dans le programme élargi de vaccination. Question de priorité, notre gouvernement a choisi, la politique de santé publique a choisi de faire vacciner d'abord les femmes qui sont les cibles principales du cancer du col de l'utérus. Mais rien n'exclut que dans quelques années, que les garçons aussi soient vaccinés contre le cancer du col de l'utérus, puisque de toute façon, c'est eux les réservoirs de virus. C'est eux qui ont le cancer du col de l'utérus en eux, c'est eux qui ont plutôt le virus HPV en eux et qui, lors d'un rapport sexuel, contaminent leur partenaire sexuel. Ce qu'il faudrait donc retenir en conclusion sur le cancer du col de l'utérus, c'est la vaccination pour les femmes qui n'ont jamais eu de rapport sexuel. Elle est efficace, elle est préconisée, même s'il y a des effets secondaires possibles, mais il est conseillé, fortement conseillé de les vacciner. Deuxièmement, les femmes qui sont sexuellement actives, il leur est proposé, il leur est conseillé de faire une vaccination, un frottis périodique, chaque année, chaque 2 ans ou chaque 3 ans maximum. Et ce frottis, s'il est normal, et même s'il est anormal, peut vous permettre de faire aussi votre vaccination et d'être protégé. Ensuite, les comportements sexuels sont à tenir en compte. Donc, le multipartenariat sexuel, il faudrait l'éviter, surtout si cette sexualité est précoce, car elle est pourvoyeuse de lésions pouvant aboutir au cancer du col de l'utérus. Et enfin, à partir de la ménopause, il est maintenant conseillé de faire votre frottis de manière encore plus régulière à partir de la ménopause. Et si jamais vous êtes ménopausé et que vous avez des saignements après la ménopause, ne pensez pas que c'est votre cycle menstruel qui est revenu. Il faudrait suspecter des lésions qui pourraient aboutir à un cancer et donc aller rapidement chez un médecin. En conclusion, le cancer du col de l'utérus est un cancer connu, dont la cause est connue. Il est dû à un virus qu'on appelle le HPV, le Human Papillomavirus. Le vaccin est disponible, les vaccins sont disponibles, ils sont efficaces et il est fortement conseillé à la population de se vacciner. Le vaccin est gratuit, disponible dans le programme élargi de vaccination. Et même si vous n'êtes pas dans le programme élargi de vaccination, vous pouvez très bien acheter votre vaccin et vous vacciner et vous protéger. Le frottis ne dispense pas du vaccin. Le vaccin ne dispense pas du frottis. Même, ce n'est pas parce que vous êtes vacciné que vous ne devez pas faire votre frottis. Vous devez le faire de manière précoce, de manière répétitive. Et si seulement en vaccinant et en faisant les frottis réguliers, que ces calamités qui causent 5 décès par jour, qu'est le cancer du col de l'utérus pourra, dans quelques années, être éradiqué de notre population. La communication, peut-être à un moment, n'est pas bien passée, notamment au niveau de peut-être des agents du ministère de la Santé. Et il y a eu beaucoup de cacophonie autour du vaccin, des médecins qui étaient pour, des médecins qui étaient contre. Mais la grande majorité de la communauté médicale scientifique est pour la vaccination contre le cancer du col de l'utérus. Donc c'est un message qu'il faudrait donner aujourd'hui, en cette journée du 8 mars, qui coïncide avec la journée mondiale de lutte pour le droit des femmes. C'est que ces femmes ont le droit d'avoir la bonne information et ont le droit de faire leur vaccination et le droit de faire leur frottis pour se prémunir, pour se protéger contre l'apparition de cette calamité qu'est le cancer du col de l'utérus.
Donc je terminerai en rendant un hommage à toutes les femmes du monde entier, que ce soit nos mères, nos femmes, nos sœurs, nos filles, nos tantes, nos voisines, nos collègues, nos cousines, toutes les femmes à travers le monde, pour leur dire bonne fête du 8 mars, qui est la fête qui commémore et qui rappelle au monde la lutte pour les droits des femmes. Je vous remercie.